Bien, ce matin, nous allons voir la stratégie thérapeutique du diabète de type 2. Donc, stratégie qui va dépendre de tous les facteurs qu'on a déjà pris en compte lors des conférences que vous avez déjà eues durant cette semaine. La stratégie passera évidemment par des objectifs thérapeutiques chez les patients diabétiques de type 2. Nous verrons quelles sont les nouvelles approches thérapeutiques qui sont centrées sur le patient. Et enfin, les dernières stratégies thérapeutiques, notamment basées sur les recommandations ALDA 2015. Je voudrais juste vous rappeler les objectifs thérapeutiques chez les patients diabétiques de type 2. Donc ces objectifs thérapeutiques qui vont avoir certainement un but qui est évidemment la prévention des complications du diabète. Ces complications du diabète, comme vous le voyez ici, sont représentées par des complications microvasculaires et des complications donc macrovasculaires. Les complications microvasculaires, on en a suffisamment discuté, représentées essentiellement donc par la microangiopathie, la rétine, la maladie rénale diabétique, la neuropathie et en partie l'amputation des membres inférieurs puisqu'il y a une atteinte mixte liée à la macroangiopathie et la microangiopathie diabétique. Donc en fait, ce qui rend le diabète une maladie cardiovasculaire. Vous avez d'autre part les complications macrovasculaires représentées par l'insuffisance coronarienne, l'accident vasculaire, l'insuffisance cardiaque congestive, et qui représente la cause la plus fréquente de la mortalité chez le patient diabétique. Il ne faut pas oublier que le patient peut avoir d'autres complications qui ne sont pas vasculaires. On en a longuement discuté sur le lien cancer et diabète, sur l'infection, les maladies dégénératives, la dépression et tout ce qui peut représenter les désordres cognitifs chez les patients diabétiques de type 2. Donc en fait, le diabète est considéré comme plus qu'une maladie vasculaire. À travers ces objectifs, donc représentés par les différentes sociétés, surtout les sociétés donc internationales, représentées par la Fédération internationale du diabète, l'ADA, l'AACE, américaine, canadienne, australienne, etc. Vous voyez que tout le monde s'accorde pour que l'hémoglobine glyquée soit inférieure à 7%, dans certaines situations inférieure à 6,5%, donc selon les pays, selon les sociétés savantes. Mais tout le monde s'accorde pour que l'équilibre glycémique soit au-dessous de 7% pour être à l'abri des complications, notamment dégénératives. Et bien sûr, individualisé, c'est-à-dire qu'il faut aller auprès de cet objectif sans compromettre la sécurité, puisqu'on fait allusion donc à l'hypoglycémie, éventuellement au risque cardiovasculaire et un tas d'effets secondaires qui peuvent être donc liés aux médicaments. Si on prend par exemple les recommandations ADA, AST, les dernières américaines, donc ça, vous avez moins de 7% pour l'hémoglobine A1C, vous avez une fourchette qui évolue entre 0,70 et 1,30 en préprandial ou glycémie à jeun, et moins de 1,80 qui peut aller jusqu'à 1,40 g pour les sujets jeunes et 1,80 pour les sujets relativement âgés ou chez lesquels il y a une comorbidité ou un risque d'hypoglycémie. Donc le message numéro 1, c'est que le contrôle glycémique dépend donc d'abord de l'autosurveillance glycémique, puisqu'on a besoin de la glycémie capillaire ou de la glycémie plasmatique, et bien sûr la glycémie capillaire à jeun et la glycémie capillaire postprandiale. Donc vous avez compris que l'hémoglobine glyquée dépendait de ces deux paramètres pour aboutir à une hémoglobine glyquée dans les normes. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions qui ont été mises donc en relief par cette étude qui
représente, comme vous le voyez, la courbe en J de la survie des patients diabétiques. Vous avez l'hémoglobine A1C, donc représentée ici dans cette courbe. Et il se trouve que plus l'hémoglobine glyquée est abaissée, plus la survie du malade est touchée, elle peut être compromise, donc la survie peut être diminuée, et plus vous laissez l'hémoglobine glyquée élevée, et plus vous prenez un risque également de mortalité chez les patients diabétiques. Donc en fait, il faut être juste là, c'est-à-dire autour de 7%. C'est la meilleure hémoglobine glyquée, puisque les études qui ont été faites et le traitement intensif conduit chez les patients diabétiques de type 2, de manière rapide, massive et importante, quand on a abouti dans l'étude à accord à 6,4% d'hémoglobine chez des patients qui étaient anciens, qui avaient beaucoup de comorbidités, etc., ça aboutit donc à une mortalité cardiovasculaire élevée. Voilà. Donc en fait, ne pas abaisser trop bas l'hémoglobine glyquée et ne pas la laisser trop élevée, donc juste autour de 7%. Quant à l'hypertension artérielle, vous voyez que, quelle que soit la société savante, le NICE pour les Anglais, le SH pour les Européens, l'ADA pour les Américains, la Société française d'hypertension artérielle et le GNC8, tous s'accordent, après bien sûr l'étude d'accord également qui a montré que abaisser trop la tension artérielle parce qu'on voulait aboutir à 12 à 120 mm de mercure pour la pression artérielle systolique, donc en fait était quelque chose de très dangereux qui pourrait aboutir à une surmortalité chez les patients diabétiques. Donc en fait on est revenu sur les chiffres et actuellement toutes considèrent que la tension artérielle chez les patients diabétiques doit tourner autour de ces chiffres, c'est-à-dire vers 140, 95, 90. Voilà. Donc, le message numéro 2, la tension artérielle chez les patients diabétiques doit être inférieure à 140 et inférieure à 90, voire 85. C'est ce qui est donc recommandé par tous. Le troisième message, donc cette hypertension artérielle également, comme vous le voyez dans le cas du diabète de type 2, selon les dernières recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle, le diabétique est classé ici. Vous voyez, c'est considéré comme quelque chose où il y a un facteur, il y a le risque qui est très important. Et à partir du moment où vous avez le diabète, vous avez donc les chiffres tensionnels et vous voyez que il n'y a que les patients qui ont une hypertension entre 130, 139, 85, 89, chez lesquels on ne met pas de traitement. À partir du grade 1, chez les patients diabétiques, on commence déjà par traiter les patients à partir d'une tension artérielle de 140. Donc dès que la tension artérielle systolique est à 140, on commence le traitement chez les patients diabétiques de type 2. Voilà donc l'objectif thérapeutique retenu chez les patients hypertendus, c'est moins de 140 pour la systolique et moins de 85 pour la tension artérielle diastolique. Pour les lipides, pareil, donc on vous a donné les recommandations, les dernières recommandations américaines, un peu mitigées dans la mesure où elles ne ciblent plus le LDL, c'est-à-dire dans le suivi des patients, on commence à traiter, on ne voit plus le LDL des patients et on traite pratiquement à forte dose à partir de 40 mg d'atorvastatine ou 20 mg de rosuvastatine et on demande à ce que la majorité des patients soient traités. Voilà, donc les Européens gardent quand même des recommandations plus ou moins donc accessibles et plus ou moins logiques, puisque on retient à peu près 3 chiffres. En gros, chez les patients diabétiques, moins de 100 grammes et les patients à très haut risque, c'est-à-dire moins de 0,70 grammes, sinon abaisser plus de 50% du taux de LDL. C'est ce qui résume les objectifs thérapeutiques du LDL chez les patients diabétiques. L'aspirine, vous avez eu l'occasion d'en discuter hier, d'en débattre. Donc le message est clair, l'aspirine n'est plus systématique en prévention primaire
chez les patients diabétiques de type 2, chose qu'on faisait avant, mais maintenant on sait que ça a des conditions bien précises. Et puis le message important que je voudrais vous transmettre, c'est qu'il faut individualiser les objectifs glycémiques, lipidiques et tensionnels chez les patients diabétiques. Et cette individualisation dépend de la durée du diabète, de l'âge des patients, de la présence de comorbidité ou non, de l'espérance de vie des patients. Donc on n'a pas le même objectif de l'hémoglobine A1C, c'est un sujet jeune, avec une longue espérance de vie, chez lesquels il n'y a pas de complications, etc., qu'un sujet âgé, qui a déjà des comorbidités, qui a un risque important d'hypoglycémie, etc., etc. Vous avez vu qu'on décidait chacun avec son objectif de LDL, etc. Et puis le meilleur des objectifs, c'est en fait, la meilleure étude qu'il a prouvée, c'est l'étude Steno 2, qui montre donc le suivi d'un certain nombre de patients. C'est une petite étude, mais elle a une grande valeur dans la mesure où elle montre quand on axe notre action sur l'hygiène de vie, la glycémie, la pression artérielle et les lipides chez les patients diabétiques de type 2, on peut réduire de 50% la mortalité chez les patients diabétiques et le risque de complications cardiovasculaires, microvasculaires de plus de 50%. Mais il faudrait une action sur tous les facteurs de risque du patient diabétique. Donc le message numéro 6, c'est que la prise en charge du diabétique doit être une prise en charge globale, en tenant compte de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc vous commencez par réduire le poids, vous arrêtez le tabagisme, vous équilibrez le diabète, vous équilibrez les chiffres tensionnels et vous baissez le taux de LDL cholestérol. Voilà, ça a été prouvé puisque vous voyez ici les principales études, UKPDS pour le diabète de type 2, l'étude ACCORD, ADVANCE, VADT et l'étude DCCT, EDIC chez les patients diabétiques de type 1. Donc, toutes réduisent des complications microvasculaires sans aucune équivoque. Sur le plan cardiovasculaire, vous avez essentiellement l'UKPDS qui l'a démontré, l'étude EDIC DCCT également. Et puis la mortalité, c'est l'étude du KPDS qui a montré également qu'on réduit la mortalité chez les patients diabétiques de type 2 qui étaient traités intensivement. Sauf l'étude ACCORD qui a montré une surmortalité. On vous a dit pourquoi. Dans ces études-là, il y a eu une surmortalité et l'étude a été arrêtée au bout de 3 ans. Voilà. Maintenant, on arrive au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les approches thérapeutiques actuelles centrées sur le patient. Ces approches thérapeutiques tiennent en compte, comme vous voyez, selon l'ADA, c'est ce qui est paru dans Diabétologia, donc en 2015. De toute façon, vous l'avez dans le DVD. Vous avez les slides et tout le texte donc en détail. Ça prend en considération donc l'équilibre des patients, l'objectif thérapeutique qu'on va fixer. Vous voyez ici 7%. Majoritairement c'est 7% pour tout le monde, à peu près avec un objectif plus serré, c'est-à-dire optimalisé, et un objectif moins optimalisé, c'est-à-dire à 7,5-8%. Ça dépend de quoi? Ça dépend en fait de tous ces facteurs-là. Ces facteurs sont les risques potentiels associés à l'hypoglycémie ou les effets secondaires des médicaments, la durée du diabète, l'espérance de vie, l'association de comorbidités, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, maladie cardiovasculaire, etc. Établissement de complications vasculaires, la présence de complications vasculaires, l'attitude du patient par rapport à l'observance du traitement, les efforts qu'il fait, est-ce qu'il est observant, est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il a une compliance et tout le reste, et puis les ressources thérapeutique, c'est-à-dire le coût du traitement. Est-ce que le patient est assuré ou non? Est-ce il peut donc assurer son traitement? Est-ce qu'il a des difficultés à l'assurer, etc. Donc tous ces facteurs-là doivent être pris en considération, discuter avec le malade pour faire votre choix thérapeutique sur tel ou tel organe, telle ou telle drogue, excusez-moi. Donc en fait,
L'approche de la prise en charge de l'hyperglycémie, donc en fait, on va détailler paramètre par paramètre. Si vous avez un patient qui risque de faire des hypoglycémies ou des effets secondaires, vous voyez que on va vers vers les patients chez lesquels l'objectif donc est bas. Donc on va essayer de réduire cet objectif au maximum quand il y a un risque d'avoir des hypoglycémies. Donc là, on va aller vers un objectif d'hémoglobine glyquée qui dépasse 7%, 7 à 8%. Si c'est un patient il n'a pas de risque d'hypoglycémie, qui fait une bonne autosurveillance, etc., bon, on ira vers 6,5%. Donc, premier facteur. Deuxième facteur, c'est tenir compte de l'hémoglobine en fonction de la durée du diabète. Les nouveaux cas de diabète qui n'ont aucun problème, on ira vers une hémoglobine A1C inférieure à 6,5%. Les autres, les plus anciens, qui ont 10, 15, 20 ans de diabète, on ira vers une hémoglobine glyquée à 7,5 jusqu'à 8%. Troisième paramètre, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie, là aussi, donc on laisse tranquille les sujets âgés et très âgés, donc on les laisse en paix un peu, on fixe un objectif à 8%, 7,5%, et puis les jeunes qui ont une grande espérance de vie, on s'attelle à avoir une optimalisation de l'hémoglobine glyquée, moins de 7%, voire 6,5%. Le quatrième paramètre, c'est en fait les comorbidités. Tout ce qui accompagne le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire, l'insuffisance rénale, toutes ces pathologies qui aggravent le pronostic, qui interfèrent avec le traitement du patient, pareil. Donc, il y a absence de comorbidité, donc un diabétique nouvellement diagnostiqué, aucun problème, on ira vers une optimalisation de l'hémoglobine A1C jusqu'à 6,5%, 6%. Au contraire, un sujet qui a plein de comorbidités, on essaye d'avoir 7,5, 8%. La présence de complications vasculaires, pareil. Donc, imaginez que vous avez un patient diabétique de type 2 qui a déjà un infarctus du myocarde. Donc, en fait, vous allez, si vous êtes responsable d'une hypoglycémie, l'hypoglycémie, vous savez, déclenche la réaction adrénergique, il y a la tachycardie, et la tachycardie est une épreuve d'effort pour le cœur, donc ça peut entraîner une récidive de son infarctus du myocarde, donc entre autres. Donc là aussi, pareil, donc objectif lâche, si c'est un patient qui a une complication cardiovasculaire, objectif très bas, c'est-à-dire 6,5 si le patient n'a pas de complications cardiovasculaires. L'observance du traitement, l'aptitude du patient à accepter le traitement, subir, etc. Pareil, donc plus le patient est observant et plus vous aurez donc l'aptitude à être le plus proche possible de l'objectif thérapeutique. Un patient qui a des difficultés à suivre, à observer, à se surveiller, etc. Donc, on aura du mal à avoir cet objectif et on laissera donc des objectifs supérieurs à 7, 7,5%, voire 8%. Et puis, le dernier paramètre qui est pris en considération, c'est en fait le coût du traitement, les ressources du patient. Donc, à partir du moment où il a de faibles ressources, donc là aussi, donc on ne pourra pas faire autrement. Un patient qui a toutes les ressources, qui est assuré, qui n'a aucune difficulté à avoir le traitement, les bandelettes, etc. Donc on ira vers une optimalisation également du traitement. Ceci étant dit, cette individualisation du traitement, on passe à la stratégie thérapeutique. Donc les traitements hypoglycémiants, quelles sont les options thérapeutiques actuelles? C'est en fait les mesures hygiéno-diététiques. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est l'optimalisation du poids. On demande aux patients toujours de perdre 5% de poids au début, ensuite on verra après. Il faut que le régime soit sain, donc on vous a expliqué donc qu'est-ce qu'un régime sain chez un patient diabétique, pas trop de sucre et pas trop de gras. Et bien sûr, essayer d'avoir un régime qui permet l'équilibre du patient diabétique et bien sûr éviter également tous les excès en acides gras, etc. Augmenter le niveau d'activité physique, adapter en fonction de chaque patient, c'est-à-dire que un patient qui a la possibilité de faire la marche, contentez-vous de la marche. Un patient qui a
la possibilité de faire du sport, bon, vous pouvez conseiller un sport supplémentaire en essayant de rallier le plaisir au sport. Et puis, si c'est un patient qui a dépassé 40 ans, qui a 10 ans de diabète, ou quelqu'un qui a arrêté le sport depuis longtemps, toujours faire une visite chez le cardiologue avant de débuter une activité sportive, notamment une épreuve d'effort pour ne pas donc être à l'origine de problèmes cardiovasculaires. Deuxième option thérapeutique, c'est les antidiabétiques oraux et injectables. Les antidiabétiques oraux injectables, on les a vus hier, donc elles sont représentées par les classes suivantes, la metformine, les sulfamides, les thiazolidinediones, les inhibiteurs des DPP4, les inhibiteurs des SGLT2, les glinides, les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Donc en fait, toute cette panoplie-là est utilisée dans le traitement du diabète de type 2. Donc la seule classe qu'on n'a pas pour l'instant en Algérie, c'est cette classe, la dernière classe, c'est les inhibiteurs des SGLT2, les inhibiteurs des DPP4 et les agonistes des récepteurs de GLP1 sont présentes, mais bon, pour l'instant, elles ne sont pas encore remboursées par la sécurité sociale. Les autres traitements, c'est les traitements à base d'insuline, donc les insulines humaines, la MPH, les insulines humaines ordinaires et les prémix, avec les différentes proportions. Les analogues d'insuline, vous avez les analogues lents, représentés par la glargine et la détémir, donc on n'a pas encore la diglitec pour l'instant, et les analogues rapides, nous avons donc les trois, la Lispro, l'Aspart et la gluisine, sous le nom d'Apidra, et enfin les prémix. Donc nous avons pratiquement toutes ces insulines donc, qui sont disponibles et qui sont en plus disponibles sous la forme de stylos injectables, etc. Voici la différence entre les différentes insulines. Donc en fait, est-ce qu'il y a des différences entre les rapides, analogues rapides et les humaines? Vous avez une différence dans le pic d'action, elles sont plus rapides et elles disparaissent plus rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'on évite aux patients d'avoir des hypoglycémies. Ce qu'on peut éviter également, c'est de retarder l'injection chez les patients avec les analogues rapides. Le patient fait tout de suite son injection, il peut manger tout de suite après. Donc, alors qu'avant, avec les insulines humaines régulières, on était obligé de donner l'injection 20 minutes, 30 minutes avant. Donc, c'est un peu le confort du malade, la flexibilité. Quant aux analogues lents, vous voyez que elles ont une durée d'action, si on prend le cas de la gargine, jusqu'à 24 heures, un peu moins pour la détémir, mais pour la MPH, on était obligé dans certaines situations, de donner 2 fois par jour parce que elle disparaît pratiquement juste après 12 à 14 heures. Donc en fait, c'est l'avantage donné. Et puis les patients peuvent se permettre une grasse matinée avec la glargine, alors qu'avec la MPH, ils ne pouvaient pas. Voilà comment il faut faire pour terminer. C'est commencer toujours par la metformine. Donc en première stratégie, donc en premier lieu, quand vous recevez un patient diabétique de type 2, la première des choses à faire, c'est de donner les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire le régime, l'activité physique et tout le changement de l'hygiène de vie, avec la metformine, en première position pour tous, sauf si vous avez des contre-indications à la metformine ou des effets secondaires qui sont mal supportés. 3 mois, pendant lesquels vous augmentez la dose de la metformine, c'est-à-dire que vous commencez, supposons, par 500 mg, au bout de 3 mois, vous contrôlez les glycémies à jeun du patient, et si les glycémies à jeun ne sont pas à l'objectif fixé, vous augmentez de 500 à 1000, à 850 à 2 fois 850, etc., jusqu'à ce que vous aboutissiez à 2000 mg. C'est-à-dire au bout de 3 mois, vous devez avoir un équilibre optimal chez votre patient. Supposons que vous êtes à 2000, vous arrivez au bout de 3 mois, l'hémoglobine A1C n'est pas à l'objectif que vous avez fixé, vous êtes dans la bithérapie. Et dans la bithérapie, vous avez toutes les classes thérapeutiques qui sont admises, c'est-à-dire les sulfamides, les thiazolidinediones, les incrétines, DPP4 et GLP1, vous avez les SGLT2 et vous avez l'insuline basale. Donc en fait, à partir du moment où le patient ne répond pas à la metformine, vous allez choisir une de ces classes-là. Et ces classes-là seront choisies en fonction de ces paramètres. Vous allez voir dans le détail tout à l'heure pourquoi on choisirait plutôt un sulfamide qu'un
qu'une incrétine, ou plutôt une insuline qu'une incrétine, ou plutôt une thiazolidine, par rapport à quoi? Par rapport à ces paramètres. Vous voulez pas avoir d'hypoglycémie, vous voulez pas avoir de prise de poids, vous voulez que le coût soit simple pour le malade, et vous voulez une efficacité sur l'hémoglobine glyquée. Donc, vous choisirez la molécule qui va essayer de répondre aux critères que vous avez choisis chez le patient. Donc, en bithérapie, vous choisissez n'importe quelle classe thérapeutique qui figure dans ce tableau. Et puis en trithérapie, si au bout de 3 mois, pareil, supposez que vous rajoutez un sulfamide, vous mettez par exemple du glimépiride à 2 mg, 1 mg, 2 mg, si ça ne marche pas, au bout de 3 mois, vous êtes à la dose maximale de 6 mg. Si vous n'êtes pas à 6 mg, ça veut dire que vous êtes à l'inertie thérapeutique. Vous n'êtes pas à l'optimalisation du traitement. Supposons qu'on prend ce cas de figure où, par exemple, glibenclamide, 15 mg maximum, avec la metformine 2000 mg, vous êtes à 6 mois, le patient n'a pas répondu à l'objectif que vous avez décidé, ben vous êtes dans la trithérapie. Et dans la trithérapie, vous prenez les deux que vous avez choisis, metformine plus la classe que vous avez choisie, et vous rajoutez une autre classe. Donc vous êtes dans la trithérapie, et pareil, dans le délai de 3 mois, vous augmentez graduellement les doses de comprimés jusqu'à ce que vous arriviez, ou l'insuline, à l'objectif thérapeutique. Enfin, si ça ne marche pas, vous associez donc à l'insuline basale, vous associez donc les analogues de GLP-1, ou sinon, vous commencez donc par mettre les patients sous insuline, ou ensuite vous passez à la basale plus, ou l'épémix de foie, etc. Donc l'essentiel, c'est qu'au bout de 9 mois, si vous n'aboutissez pas, c'est sans aucun doute donc l'insuline chez les patients, en prenant donc l'initiation par la basale, c'est le gold standard. Vous avez des situations où vous pouvez également commencer par des prémix. Voici la situation. Il y a des particularités maintenant. Ces particularités sont, quand il y a une intolérance à la metformine au début, vous pouvez choisir une de ces classes thérapeutiques à la place. Vous pouvez également commencer d'emblée par la bithérapie, c'est-à-dire metformine plus une autre classe, si vous avez des patients qui dépassent 9% d'hémoglobine. Et vous avez compris hier pourquoi, parce que l'insuline n'a pas de limite sur la réduction d'hémoglobine glyquée, alors que les autres classes thérapeutiques ont une limite, ça peut atteindre 1,5% maximum. Donc si vous avez un malade qui a 10, 11%, vous faites vos calculs, vous n'allez pas atteindre l'objectif avec la monothérapie. Voilà. Maintenant, donc, on prend le cas, par exemple, des patients. Excusez-moi, je dois revenir en arrière. Voilà. Donc, bithérapie. Vous prenez le cas des patients chez lesquels vous voulez avoir un contrôle donc sur le poids. Un contrôle sur le poids. Donc, en fait, en deuxième position, si vous voulez pas que votre patient, après la metformine, ne prend pas du poids, il ne faut pas lui donner de sulfamide, et il faudrait éviter également l'insulinothérapie. Donc il ne vous reste que 4 classes thérapeutiques. Imaginez que c'est un obèse, l'insuline va augmenter encore son poids, les sulfamides d'hypoglycémie augmentent, donc après la metformine, vous avez le choix vers ces 3 classes thérapeutiques. Si, par exemple, vous voulez éviter également l'hypoglycémie chez les patients, ou vous avez un malade qui risque de vous faire des hypoglycémies d'une manière importante, on fait le choix après la metformine, ça sera des inhibiteurs des DPP4, des analogues du GLP-1 ou les SGLT2. Si vous mettez donc les sulfamides d'hypoglycémiants, si vous mettez l'insuline, vous risquez l'hypoglycémie, vous risquez de faire prendre du poids chez les patients. Maintenant, vous voulez, par exemple, éviter, le patient a un problème de coût, donc n'a pas de quoi payer, etc. Donc vous avez le choix entre sulfamide, thiazolinidione et insuline basale. Il n'est pas assuré, il n'a aucune ressource thérapeutique, donc vous ne pouvez pas donner les nouvelles classes thérapeutiques parce qu'elles coûtent relativement cher. Voilà, donc c'est à peu près la stratégie thérapeutique actuelle. Donc on peut conclure que le diabète de type 2 est une maladie progressive, évolutive, dont la physiopathologie et le traitement sont complexes. Il faut tenir compte des profils des patients en s'appuyant sur les nouvelles recommandations et je vous remercie.